On va bientôt commencer. J'invite ceux qui sont à l'extérieur à se rapprocher. On va parler Bitcoin. Bitcoin. 4, 3, 2, attention. Pas de shitcoin. Donc en fait, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit sondage en live très rapide. Les personnes en fait qui ont déjà effectué une transaction directement sur la blockchain Bitcoin, une seule, lève la main s'il vous plaît. Les personnes qui ont déjà fait 10 transactions minimum sur la blockchain du Bitcoin. Ok. Ok. Alors, aujourd'hui on va parler en fait du Bitcoin en tant que moyen de résilience, en tant qu'outil en fait, pour être plus résilient dans un monde économique en crise. Alors pour cela, j'accueille parmi nous Jonathan Herscovici, donc qui est fondateur de Stackinsat et Surfing Bitcoin, donc une conférence importante qui a lieu à Biarritz chaque année. Entrepreneur engagé dans la démocratisation du Bitcoin comme solution d'épargne et d'investissement auprès des particuliers et des entreprises. J'ai mon anti-sèche, hein, vous avez bien vu. Philippe Erlin, donc économiste qui vient de publier la 2e édition de son livre Bitcoin, comprendre et investir, les éditions Erol. Et toutes les infos sont sur son site philippeerlin.com. Avec nous également Rémi Dalize. Donc Rémi Dalize, spécialiste en sécurisation de portefeuille et en self-custody, donc en fait une détention en propre de vos actifs numériques. Ancien directeur produit chez Ledger, accompagne professionnels et particuliers avec Protège tes cryptos avec un expert, remydalize.com. Et enfin, nous avons également Jean-Charles Galli, donc qui est enseignant de géopolitique en école de commerce à l'ESCE, l'ESCCA. Il est également chef d'équipe à l'accélérateur de start-up Cube3, donc à Angers. Il est co-auteur avec Alexandre Stachenko d'un livre intitulé Bitcoin, une monnaie géopolitique, à apparaître aux éditions Armand Collin dans les prochains mois. Donc, voilà. Alors, la première question en fait, que moi je me pose, en tant qu'occidental, en tant que français, bien entendu, curieux des questions numériques, financières, je me dis je peux envoyer de l'argent avec un portefeuille classique, avec Lydia, avec un compte PayPal, et même avec ma néobanque. Maintenant, on a tous des applications. Finalement, quel est l'intérêt en fait aujourd'hui de s'intéresser à Bitcoin en 2025 alors qu'on peut déjà faire ça? Rémi, c'est pour toi. On peut, beaucoup de gens connaissent Bitcoin ici, mais on peut essayer de donner une définition très rapide pour mettre tout le monde d'accord sur ce que c'est Bitcoin. On va dire que c'est un cash numérique que vous pouvez contrôler à 100% et qui va fonctionner sans banque, sans intermédiaire, sans restriction. En gros, comme un peu votre billet de banque que vous pouvez envoyer dans le monde entier 24 heures sur 24, sans absolument aucune limite. Et ta question, en gros, à quoi ça sert? En France, finalement, nos banques fonctionnent bien. On peut faire des transactions assez facilement. Le micro proche. Le micro proche, pardon. Mais ce n'est pas le cas, en fait, dans tous les pays. Et des pays où, en gros, le système bancaire ne fonctionne pas de la même façon, avec beaucoup plus de restrictions, voire n'existe plus. Et si tu réfléchis un petit peu, même en banque, tu vois que tu ne contrôles pas complètement. Si tu veux faire un transfert, passer un montant, il y a quand même des blocages. C'est pas immédiat. Donc tu n'as pas un contrôle et une liberté d'échange absolue comme tu pourrais l'avoir avec Bitcoin. Donc la liberté d'échange sans demander la permission à un tiers, c'est à mon sens crucial. C'est ce qui fait que c'est un super outil résilient. Le deuxième point, c'est le contrôle absolu à 100% sur un actif. Ça veut dire qu'on ne peut pas te le confisquer. Et ça, c'est hyper important parce que liberté d'échange, si tu as quelque chose à échanger qui est confisqué, c'est fini. Mais on parle de posséder du Bitcoin sur une plateforme ou directement sur le protocole Bitcoin, sur le réseau Bitcoin? Parce que moi, j'entends des gens qui me disent on peut quand même se le faire confisquer finalement sur une plateforme. Donc, non, alors on va dire en self-custody, en autoconservation. Cette crypto-monnaie, le Bitcoin a été fait pour être détenu en propre. C'est-à-dire, tout le monde connaît l'adage « not your keys, not your coin », pas vos clés, pas votre Bitcoin. Le seul moyen d'avoir un contrôle à 100% sur votre Bitcoin, c'est de l'avoir en self-custody, c'est d'avoir vos clés privées. Bien sûr, une plateforme n'est pas une banque, mais c'est une entreprise centralisée qui peut effectivement bloquer vos fonds. Donc il n'y a pas d'adoption de Bitcoin personnel sans conservation personnelle et sans garde personnelle, sans self-custody. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à apprendre
justement à savoir vraiment s'en servir dans le détail. Et c'est un prix quand même. C'est assez difficile finalement de manipuler un portefeuille. Je ne sais pas si d'autres ont une réaction là-dessus. Non, je pense que le succès de CryptoOxer montre bien que les gens ont soif d'apprendre. C'est le cas aussi à Surfing Bitcoin. Chaque année, chaque édition qui passe, on a de plus en plus de personnes, de curieux. Ça remonte aussi dans les chiffres de la DAN. Le dernier baromètre parlait de 10 à 12% des Français qui détiendraient des cryptoactifs, selon diverses modalités, bien sûr, parfois en autoconservation, parfois avec des prestataires de services. Ça progresse, on adopte, et c'est un phénomène qui dépasse les frontières. C'est vraiment quelque chose qui est mondial. On a vraiment des pays qui adoptent les cryptos de façon très prononcée. Malheureusement, pour faire le lien aussi avec notre sujet du jour, c'est parfois aussi dans des moments de crise que les personnes se rattachent à Bitcoin comme une bouée de sauvetage, véritablement, en se disant... Quelle personne, du coup ? N'importe qui, véritablement. C'est pas forcément des jeunes, souvent des catégories socio-démographiques que l'on lit souvent à l'informatique, des jeunes et autres. Non, ça peut être n'importe qui se dit, finalement, pour éviter de perdre mon argent, je vais m'intéresser à un protocole qui est incensurable, qui est qu'on ne peut pas me confisquer, où mes fonds ne peuvent pas être gelés, là où des banques, des États peuvent effectivement prendre parfois l'économie d'une vie d'une personne sur son compte. Mais moi, j'aimerais quand même réagir par rapport à ta question. Le traumatisme de FTX, où justement, on a vu un certain nombre de milliers de clients perdre beaucoup d'argent parce que justement, ils avaient fait l'erreur de laisser leur Bitcoin sur la plateforme. Sur la plateforme, pas sur la blockchain du Bitcoin. Exactement. Donc c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, je pense que l'essentiel pour les gens qui s'intéressent à Bitcoin, c'est de comprendre justement les caractéristiques du Bitcoin et notamment cette caractéristique de non-censurabilité, de souveraineté, et justement les catastrophes comme FTX permet justement aux personnes, malheureusement, de perdre de l'argent, mais d'apprendre de leurs erreurs. Et on a vu justement au moment d'FTX que beaucoup de détenteurs de Bitcoin sortaient des exchanges. Alors j'ai même plus la courbe aujourd'hui justement de la détention en propre des Bitcoins, mais effectivement, en tout cas la détention en propre ne fait qu'augmenter, la détention sur les plateformes ne fait que baisser. Et effectivement, comme tu disais Jean-Charles, c'est l'éducation, c'est effectivement des crises comme FTX qui justement permet aux gens d'arriver à comprendre tout l'intérêt du Bitcoin, et j'espère qu'on continuera dans ce sens dans les prochains mois et les prochaines années. Ah, ça donne quand même un peu l'impression, d'un rêve un peu utopique de dire on n'aura plus de banque. C'était un peu la promesse du Bitcoin en 2009. Le premier bloc, le 3 janvier, c'était de dire on n'aura pas de banque, etc. On a quand même des intermédiaires. Je discutais avec un banquier il y a quelques jours, il me disait finalement, contrôler le nombre d'unités qu'il y a dans le système euro, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit simplement de connaître le site de la Banque de France, aller sur le site web Eurostat, regarder la masse monétaire M2, et puis ensuite, pourquoi pas même le M3, c'est-à-dire l'agrégat monétaire composé de l'ensemble des livrets de détention à court terme, à moyen terme, à long terme, et on fait le total de toutes les unités qui circulent et on obtient le M3. Et je pense que tout le monde dans la salle sait à peu près combien il y a d'unités dans la zone euro à l'heure actuelle. C'est totalement transparent et en temps réel. Et moi, je voulais savoir si c'est pareil pour le Bitcoin. Oui, on peut auditer. Comment alors, on peut aller sur un Block Explorer, un site qui permet d'accéder à la blockchain en temps réel. On voit effectivement le nombre de bitcoins qui sont en circulation, également l'édition de nouveaux blocs, toutes les 10 minutes en moyenne. Donc ça permet de voir en permanence effectivement l'état de cette blockchain Bitcoin, et surtout depuis son origine, depuis son lancement en 2009. Qui met ces chiffres en ligne en fait ? Qui les met en ligne ? Là, c'est vraiment les mineurs, et c'est tous les blocs qui permettent d'avoir l'historique de l'ensemble de la blockchain depuis la création de Bitcoin en 2009, son lancement en 2009. Du coup, il y a combien de Bitcoin là, actuellement en circulation ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est autour des 20 millions qui ont été émis. Mais effectivement, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et comme tout le monde le sait, il y a un système désinflationniste sur Bitcoin. Et plus le temps passe, moins il y aura de Bitcoin qui seront émis. Et le dernier Bitcoin devrait être émis autour de 2140. Voilà, on est à plus de 20 millions d'unités. 95% de l'offre de Bitcoin qui sera en circulation a déjà été émise. Donc voilà, encore 5% d'ici 115 ans. Et d'ailleurs, ce que dit mon associé Joss, que je salue s'il est dans la salle, c'est la dernière phase d'abondance. Donc évidemment,
allez-y, c'est encore le moment d'acheter du Bitcoin, il n'est pas trop tard. Bitcoin peut atteindre les 1 million de dollars d'ici 10, 20, 30 ans. Donc surtout, ne pensez pas que vous avez raté le train. Voilà, ça aussi c'est un message qu'il faut faire passer parce que je pense que c'est important de le rappeler. Ok. Moi, en fait, quand j'entends ces propos sur le fait que ça soit rare, etc., bon, c'est de la rareté, du coup, si on comprend bien, qui est basée sur le code, qui est basée sur la cryptographie. Moi, il y a un truc dont on parle en termes d'épargne, c'est l'or. L'or, ça ne me permet pas de payer ma baguette ou de payer mon café avec un lingot d'or ou une pièce d'or. Donc, c'est pas super facile à utiliser. Mais quand je pense à l'épargne de long terme, à me protéger, à être résilient par rapport au risque, le premier réflexe, ça va être de penser à l'or. Mais finalement, le placement préféré des Français, en fait, c'est l'assurance vie. Donc, pourquoi les Français, ils ont de l'assurance vie, mais ils n'ont pas de Bitcoin, Philippe? Parce qu'ils En tout connaissent cas, pas, pas beaucoup. parce qu'ils connaissent pas encore suffisamment le Bitcoin. Aussi parce qu'ils ont un peu oublié l'or. En France, on possède beaucoup d'or. Les particuliers possèdent beaucoup d'or. On estime qu'ils possèdent à peu près 3000 tonnes d'or. Voilà. Mais, mais le Bitcoin, ils ne le connaissent pas assez. Directement? Oui, directement, sous forme de louis d'or ou de lingots, quoi. Donc c'est une plus forte détention dans les pays occidentaux, quoi. Mais les gens devraient comprendre que Bitcoin, c'est aussi de l'or numérique. Et c'est une comparaison tout à fait judicieuse parce que pour l'or, il y a un flux de production qui est assez limité, qui est de l'ordre de 3000 tonnes d'or qu'on extrait tous les ans, pour un stock estimé à peu près 160 000 tonnes. Donc on est à un rapport de 1 sur 50 entre le flux et le stock. Et le premier à avoir expliqué cette analyse-là, c'est un économiste autrichien de l'école autrichienne, Antal Fekete, qui est décédé il y a quelques années, qui expliquait pourquoi est-ce que l'or a de la valeur. Justement parce que le flux de production est faible par rapport au stock et qui ne peut pas augmenter. Même si on met beaucoup d'argent sur la table, on ne peut pas trouver 30 000 tonnes d'or en un an. Ça, c'est pas possible. On a à peu près une connaissance des mines d'or qu'il y a dans le monde. Parce que l'essentiel de l'or a été trouvé au XIXe siècle, donc c'est comptabilisé. Donc on a une estimation assez juste. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'empêche et pour le Bitcoin, justement, c'est encore plus précis parce que c'est l'algorithme qui détermine qu'on ne dépassera pas 21 millions de tokens en circulation. On est à 20 millions aujourd'hui. Et donc, on sait qu'il y a un flux qui, lui aussi, est faible et qui va diminuer avec le temps par rapport au stock. Et donc, ça, c'est une garantie que la valeur va augmenter dans le temps. Voilà, au fur et à mesure que le Bitcoin sera utilisé. Et il va même... Une hypothèse que je crois il faut évoquer et qui peut être vérifiée, c'est ce qu'on appelle la théorie du premium, qui est défendue par des économistes comme Saifedan Ammous ou Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui explique qu'il y a beaucoup de biens rares qui en fait servent à stocker de la valeur. Par exemple, l'immobilier, bon, quand vous achetez un bien immobilier, c'est une valeur intrinsèque, le nombre de pièces, la localisation, mais c'est aussi une façon, tout le monde sait que c'est aussi une façon de protéger de l'épargne pendant 10, 20 ou 30 ans. Donc les gens spéculent pour espérer le revendre plus cher. C'est pas qu'ils spéculent, mais qu'ils mettent une partie de leur épargne dedans, et donc en plus du prix qui correspond à la valeur intrinsèque du logement, il y a ce qu'on appelle un premium. Et il y a la même chose pour les œuvres d'art, il y a la même chose pour les actions, parce que le nombre d'actions est limité. Même des fois, il diminue quand il y a des rachats d'actions. Donc tous les biens rares ont pris de la valeur, notamment à partir de 2000, quand les banques centrales se sont mises à faire de la planche à billets. Et l'idée du premium, c'est quoi? C'est que Bitcoin va capter tous ces premiums, parce qu'il est beaucoup plus souple à utiliser, parce qu'il est beaucoup plus liquide, parce que l'immobilier, soit vous vendez tout ou rien, c'est un peu compliqué, puis ça prend du temps. Les œuvres d'art, c'est aussi compliqué à vendre. Et les actions, c'est facile à vendre, c'est liquide. Mais une société, vous ne savez pas si Tesla ou Nvidia, dans 10 ans, dans 15 ans, seront aussi efficaces, aussi leaders. Alors qu'avec l'or ou avec Bitcoin, encore mieux, vous savez que la proposition de valeur ne va pas changer. Et donc l'idée de théorie du premium, c'est que Bitcoin va capter tous les premiums des marchés actions et aussi obligataires. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir une espérance de prix. Alors, tu parlais, on est à 100 000 aujourd'hui. Alors non, il n'est pas trop tard pour acheter. Voilà, c'est même un prix d'amis aujourd'hui. 1 million, c'est tout à fait envisageable dans 5 à 10 ans. Et l'estimation basse de Michael Saylor dans une quinzaine d'années, c'est 13 millions de dollars. Donc, on peut y aller. Et moi, je dis, voilà, envisagez-le sérieusement. Et c'est nettement mieux que l'assurance vie. Vous avez même le droit de vider votre assurance vie pour aller sur Bitcoin. Parce que c'est un horizon de placement. Je termine juste par ça. On investit on investit sur 4 ans minimum parce que c'est volatile. Mais justement, l'assurance vie, c'est au moins 4 ans. Donc, justement, par rapport à l'assurance vie et aller sur le Bitcoin. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que les gens ont vraiment la patience? Parce que moi, je pense que dans la salle, on aura un tour de questions tout à l'heure, mais il y a pas mal de personnes quand même qui n'achètent pas
qui veulent pas entendre parler. Je parle même pas que du Bitcoin. Hein, ce serait très bien valable également pour l'Ether ou quelques autres cryptos qui n'achètent pas et qui attendent que les autres achètent, qui attendent que ça monte quand il y a des cycles de hausse et qui l'achètent à un instant T où la valeur est plus élevée. Et comme c'est des cycles, ça baisse. Et derrière, ils sont, comme dirait l'autre, chat échaudé, craint l'eau froide. Et donc, au final, on a des gens qui, peut-être, est-ce qu'ils sont patients, qui sont assez patients pour pouvoir investir? Alors, on parlait tout à l'heure de transparence de la blockchain. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut voir effectivement les transactions, mais aussi faire de l'analyse sur la chaîne. Et on peut voir effectivement quelles sont les adresses, qui possèdent des bitcoins, depuis combien de temps. Et on regarde, en regardant justement ce type de données. C'est des initiés. Alors, pas forcément. Il y a vraiment des plateformes qui vous donnent ça. Vous n'avez pas vraiment besoin de faire Mathsup ou le NES pour comprendre ça. Vous voyez que la période de détention des bitcoins, sur le temps long, elle augmente progressivement. Alors, il y a des personnes qui perdent leur clé bitcoin, qui n'auront plus jamais accès au bitcoin. C'est aussi la responsabilité qui va avec une telle liberté. Mais en l'occurrence, on voit qu'effectivement, on a très peu finalement de personnes qui vont détenir sur une courte période de temps ces bitcoins-là. Quand je parle de courte période, je parle de jours, semaines, mais on voit une partie importante qui détiennent sur des années. Donc ça veut dire en gros que les chiffres de l'analyse des données dans les blocs contredit un petit peu ce qu'on entend sur les plateaux télé, dans les émissions, en expliquant que les gens achètent le lundi pour revendre le mercredi en fait. C'est deux choses bien différentes. Là, quand on parle effectivement de spéculation, d'achat le lundi pour revendre le vendredi, c'est sur des plateformes d'échange. Lorsque, effectivement, vous pensez que Bitcoin, vous avez une vraie conviction sur le sujet et vous estimez que ça va prendre de la valeur, que c'est de l'or numérique, vous le détenez en propre, et là, vous avez vos Bitcoins sur un portefeuille physique en général. Et en fait, c'est quoi? C'est vos clés d'accès à ces Bitcoins qui sont sur la blockchain. Donc, on peut le voir, effectivement, sur la blockchain qui est transparente. On ne peut pas savoir que c'est vous, Akli, qui avez ces bitcoins, mais en tout cas, vous les avez, vous avez les clés d'accès à ces bitcoins et on peut le voir. Et ça, on peut le voir en France, mais aussi partout dans le monde. Et c'est ça qui est formidable avec Bitcoin, c'est que c'est véritablement un marché mondial. Bitcoin est en train de faire à l'argent ce qu'Internet a fait à l'information. Donc véritablement, c'est une révolution. Alors, une question, une réaction aussi également pour Rémi. Cette augmentation de la détention, donc les gens, quand ils détiennent du Bitcoin, en détiennent de plus en plus à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une barrière aussi à passer sur l'expérience utilisateur? On parle toujours de les 12 mots, les 24 mots, la gestion de quelque chose qui ressemble à une clé Wi-Fi, mais qui est une adresse publique avec... voilà, c'est pas évident. Comment on va conquérir vraiment, comment on va démocratiser une technologie, si elle est si révolutionnaire que ça, finalement, si elle ne s'adresse pas à des personnes qui sont néophytes, en fait? C'est quoi la frontière, en fait? Il faut reconnaître qu'il y a un coût d'entrée, en fait, sur la technologie. On parlait de 12 mots, de 24 mots, de seed phrase, de hardware wallet. Enfin, je veux dire, quand on s'intéresse... Ça, c'est des termes barbares pour les gens. Voilà. Peut-être que les gens dans la salle sont aguerris, mais on est aussi en vidéo, en ligne, et voilà, il faut penser à tout le monde. Je vais utiliser... oui, on pourrait parler de coffre-fort. L'analogie à l'or fonctionne. Quand on veut détenir quelque chose dans lequel on croit et sur lequel on voit en fait long terme, on prend des lingots d'or par exemple, et puis on peut le détenir en propre, en physique à la maison avec un coffre-fort. Bon, je veux dire, moi j'aime bien ces parallèles pour simplifier. Mais s'il n'y a pas d'éducation financière déjà, avant même de s'interroger sur la technicité de c'est une adresse publique, il y a 75 caractères, ma clé d'accès c'est 24 mots, c'est comprendre en fait le pouvoir que vous pouvez retrouver sur quelque chose qui a de la valeur et qui a de la valeur dans le temps. Le fait d'avoir de la propriété privée. Une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça que je parle d'éducation et d'éducation financière, je pense qu'on peut développer une envie de dépasser cette barrière-là qui est la barrière qui semble technique. Oui, avoir 24 mots, ça demande en fait de comprendre ce qu'on fait et ça vous donne une certaine responsabilité, mais ça vous donne également en fait une propriété privée directe, une résilience. Et autant en France ou dans les pays occidentaux, je vais dire, on n'est pas trop alerte vis-à-vis de ça parce qu'on se dit toujours, bon, j'ai ma banque, je peux appeler un ami et puis j'ai oublié mon mot de passe, je retrouve mes accès. Autant il y a des pays où les banques se sont effondrées, où le système s'est effondré. Et donc le contexte fait aussi que
ça peut changer. Si vous allez en Argentine, ils n'ont pas de problème avec 24 mots, parce que le contexte fait qu'ils sont prêts à faire l'effort. Exactement. Très, très brièvement. Je vais effectivement rebondir sur ce que tu disais. En Occident, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a des systèmes de protection socialisés de manière générale. Effectivement, on a l'État-providence qui prend soin de nous, du berceau au tombeau. Là, effectivement, se dire avec Bitcoin, on peut reprendre un peu de souveraineté monétaire et se dire, en cas de défaillance de l'État, qui n'est plus en capacité de gérer les retraites ou bien de voter un budget, comment je me prépare à l'éventualité d'une crise avant qu'elle n'arrive? Il ne faut pas effectivement s'intéresser à Bitcoin quand la crise est là. Peut-être, éventuellement, s'il y a véritablement une crise économique, monétaire, géopolitique, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors ça c'est bien parce que ça me fait penser à la notion d'autonomie, donc autonomos, fixer sa propre norme. Mais je me dis, en fait, il y a toujours ce petit son de cloche qui revient, qui est de dire, la monnaie, c'est une unité de compte. Qui ici va penser ou va calculer le prix d'un téléphone ou d'une bouteille d'eau en Satoshi ou en BTC? Donc pour l'unité de compte, moi j'ai pas l'impression qu'on y soit. Ensuite on a la réserve de valeur. Bah, les gens pour l'instant préfèrent l'assurance vie, hein, ça a été dit. Donc on n'y est pas encore aussi. Et surtout j'ai un autre son de cloche qui est de me dire finalement ok, j'adopte cette thèse d'investissement d'acheter du Bitcoin, je prends du BTC. Et si j'ai la patience d'attendre 3 ans, 4 ans à minima, et ben effectivement, peut-être que ça vaudra un petit peu plus, ou voire un peu plus que ce que j'avais acheté au départ. Mais dans ce cas-là, pourquoi je le dépenserais si ça prend de la valeur en fait? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question. Et j'ai envie de te dire, ça dépend de la zone géographique où tu te situes. Effectivement, en Occident, on va dire en Europe, aux États-Unis, bah, effectivement, les défaillances du système bancaire ou monétaire ne sont pas encore avérées. En revanche... Pas encore. C'est-à-dire que pour toi, c'est rassurant. Bah, effectivement, après, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que là, on en a pour 1 heure. Mais selon moi, effectivement, le système monétaire et bancaire actuellement en Occident est défaillant. Mais pour résumer mon propos, il est beaucoup moins défaillant que dans des zones géographiques où là, effectivement, on a une inflation qui est extrêmement élevée, où en fait, des populations sont totalement débancarisées. Et là, dans ces cas-là, hein, donc, notamment, on peut parler du Salvador, on peut parler du Nigeria, on peut parler du Vietnam, ces pays-là qui utilisent très fortement Bitcoin au quotidien, donc évidemment en tant que moyen de paiement, parce que bon, au Salvador, typiquement, plus de 70% de la population n'avait pas accès à un compte bancaire. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les gens utilisaient du cash. Il y a le Nigeria aussi, je crois. Et il y a le Nigeria également. Donc tous ces pays-là, effectivement, eux, ont cette utilité de moyen de paiement parce qu'il y a une défaillance du système bancaire. Mais nous... Nous, effectivement, aujourd'hui, en Europe, en France, tu peux payer très facilement avec ta carte bancaire, etc. Donc cette défaillance n'existe pas. En revanche, en Occident, le problème, c'est évidemment l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, l'impression monétaire illimitée qui fait que, inéluctablement, l'euro, le dollar vont perdre de la valeur dans le temps. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, BlackRock l'a bien compris en lançant son ETF, c'est l'utilité principale de l'ETF Bitcoin, c'est se protéger contre la perte du pouvoir d'achat et finalement s'exposer à la valeur du Bitcoin et donc de capter cet aspect réserve de valeur, alors qu'en France ou en Europe, finalement, cette notion de paiement, bon, après, c'est sympa à Auxerre de payer son café en Lightning ou à Surfing Bitcoin, sa bière en Lightning, mais quelque part, c'est plus de l'ordre du gadget ou du symbole que d'une utilité profonde. C'est vrai que moi, de mon point de vue, l'aspect paiement du Bitcoin n'a pas trop d'utilité en Europe, alors que justement, dans des pays ou dans des zones géographiques qui en ont besoin, là, ça devient indispensable. Ce qui est important de comprendre aussi quand vous avez un actif comme Bitcoin qui prend de la valeur avec le temps, c'est que ça change votre rapport au temps. Et ça, c'est la notion de préférence temporelle que développe, j'en parle dans mon livre à partir des analyses de Safaïda Namous notamment et d'autres. Quand vous avez un actif qui prend de la valeur, vous êtes moins incité à consommer, plus à épargner. Et quand vous dépensez votre argent, vous le faites avec plus de justification et plus de sérieux. Alors que justement, nous sommes dans un système avec l'euro et le franc avant, ça n'a pas changé. C'est une monnaie qui perd de la valeur progressivement à cause de l'inflation. Et au contraire, ça nous pousse, ça ramène notre préférence temporelle vers le présent et ça nous pousse à dépenser
et ça nous dissuade d'investir et d'épargner et de se projeter dans le futur. Et donc, le fait d'avoir du Bitcoin, d'avoir un actif qui prend de la valeur, ça vous projette dans le futur. Et c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus positif pour l'économie, et je dirais même au niveau philosophique, au niveau psychologique. Voilà. Donc, c'est aussi une dimension à comprendre. On parle de décroissance, bon, c'est un peu le sujet, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est pensé, en fait, te pousse à consommer. Alors que justement, Bitcoin te permet d'éviter de consommer parce que tu as intérêt plutôt à garder tes Bitcoins, à dépenser tes euros, parce que justement, Bitcoin va s'apprécier dans le temps alors que l'euro va se déprécier. En fait, ça serait une monnaie qui inciterait à la sobriété. Exactement. D'ailleurs, ça a été un très bon panel à Surfing Bitcoin avec Alexandre Stachenko, que je vous recommande, sur la sobriété. Et Bitcoin, justement, pour moi, va dans ce sens-là. Alors, une dernière question, et ça sera la dernière, adressée à tout le monde. Est-ce que vous avez utilisé ou est-ce que vous avez investi en fait dans les dérivés maintenant du Bitcoin qui existent? Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre. Est-ce que pour vous, c'est un danger? Dérivés, c'est-à-dire dérivés des futurs ou les produits un petit peu structurés qu'il y a autour du Bitcoin. Est-ce que c'est pas... Enfin, pourquoi on irait aller là-dedans alors qu'au final, on a le Bitcoin en propre, en fait? C'est quoi l'intérêt? Non, moi je dissuade de faire du trading ou des choses à effet de levier sur Bitcoin, parce que tous les gens sont perdants sauf exception. Donc c'est plutôt un achat de bon père de famille. On achète pour 4 ans minimum. Pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a des cycles de cours tous les 4 ans avec le halving. Donc quand vous regardez les cours en prenant de la distance... Le halving, c'est quoi pour juste... Le halving, c'est tous les 4 ans, on divise par 2 la récompense des mineurs. Donc le Bitcoin devient plus rare tous les 4 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va plafonner à 21 millions. Voilà. Et donc, il faut acheter du Bitcoin pour au moins 4 ans. Voilà. En dessous, on prend un risque. Voilà. Et donc, surtout pas de produits dérivés ou de produits à effet de levier. Ça, c'est plutôt dangereux. Voilà. Vous êtes raccord là-dessus? Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je n'ai pas d'avis. Non, moi j'ai évidemment un avis. C'est la sagesse aussi. Effectivement, je n'avais pas forcément compris ta question, mais... On peut assimiler un ETF Bitcoin à un produit dérivé, tu as parfaitement raison. Donc je pense que l'ETF Bitcoin a été une extraordinaire nouvelle pour l'écosystème parce que ça a permis d'institutionnaliser le Bitcoin, donc c'est-à-dire à une nouvelle classe institutionnelle, même politique, quelque part, de rentrer dans Bitcoin. Mais quelque part, par rapport à la philosophie de Satoshi Nakamoto, on est effectivement aux antipodes. Parce qu'on centralise évidemment la détention de Bitcoin auprès d'institutions. Donc c'est évidemment un poison total par rapport... On recrée la même chose en fait. Sauf que ça a été pour moi, alors je suis peut-être naïf dans cette façon de penser, mais une énorme publicité pour cette classe d'actifs qui était souvent décriée. Et finalement, j'espère qu'à un moment donné, les gens qui auront acheté des ETF Bitcoin comprendront la vraie utilité du Bitcoin par rapport à toutes les caractéristiques qu'on a citées et sortiront des ETF pour justement acheter des vrais Bitcoins. Je l'espère en tout cas. Rémi, le mot final on revient sur l'éducation en fait. Parce que être attiré par le Bitcoin pour le côté investissement, voire spéculation, bon ok, on peut pas, c'est la nature humaine. Par contre, creuser un petit peu, aller plus loin et regarder ce qu'il y a, la vraie proposition de valeur de Bitcoin, ça c'est de l'éducation financière et ça peut donner envie à des personnes qui ont acheté du Bitcoin sur des ETF demain de se dire bon mais au final, ça reste centralisé. C'est peut-être mieux qu'une plateforme d'échange, mais est-ce que j'y ai accès quand je veux? Est-ce que je peux le manipuler comme je veux? Et donc, l'éducation vraiment financière, c'est hyper important pour réaliser ça et potentiellement revenir à une notion de propriété privée, de la self-custody, et avec ce mot barbare, un hardware wallet pour sa sécurité. Mais je trouve que le mot de la fin, pour moi, c'est un peu l'éducation financière, revenir à ces principes-là. On va prendre quelques questions dans le public. On s'est réservé du temps pour ça aussi, que ça soit un peu interactif. Donc, je sais pas, on voit pas beaucoup les gens. Monsieur devant, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Si vous considérez qu'il y en a un, quel est le principal risque aujourd'hui sur le Bitcoin? Une coupure Internet mondiale. Je pense que la possibilité de plus le manipuler. Mais on aura d'autres problèmes que Bitcoin s'il y a vraiment une coupure d'Internet ou coupure d'électricité à l'échelle mondiale. Le quantique, c'est souvent évoqué, en l'occurrence. Effectivement, des algorithmes quantiques qui pourraient craquer Bitcoin. Le sujet est souvent évoqué. N'importe quel autre placement est plus risqué que Bitcoin. N'importe quel autre placement.
est Après- plus risqué, beaucoup plus risqué que Bitcoin. Et spécialement l'assurance vie, donc, mais je l'ai déjà dit ça, je crois. Après, ça dépend, monsieur, votre question, si elle est plutôt orientée sur du court terme ou du moyen terme. Parce qu'effectivement, sur du court terme, il y a un certain nombre de risques politiques, de banques centrales, effectivement, qui peuvent faire évoluer le prix. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, Bitcoin est très financiarisé et donc qui est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, très connecté à la finance traditionnelle. Donc, il peut y avoir des impacts très forts à court terme. Mais encore une fois, par rapport à son utilité de réserve de valeur, de moyens de paiement, etc., sur du moyen terme, le risque pour moi est même quasi nul parce que ça me paraît évident que les deux utilités dont je viens de parler devraient augmenter dans le temps. Après l'autre risque, c'est effectivement, et ça on en parle assez peu, même s'il est peu probable, c'est la découverte de l'identité de Satoshi. Ou que Satoshi, effectivement, un matin il se réveille et puis il vend ses bitcoins. Sauf que ça, ce serait un impact très court terme. Qui justement ferait bouger le prix à court terme. Et encore une fois, à la fin, vu que l'utilité du Bitcoin, c'est de réserve de valeur et moyen de paiement, bah, du coup, le cours reprendrait un niveau normal. Je me permets de compléter pour monsieur. Moi, de mon expérience au ministère de l'Intérieur, donc dans les forces de sécurité intérieure, en soutien depuis 1 an et demi, avant j'étais au ministère de l'Économie, je peux vous assurer que si je devais vous donner une réponse, je vous dirais en fait, aujourd'hui, le plus gros risque concerne tout ce qui n'est pas du Bitcoin, mais qui est proposé aux gens et qui en fait relève de l'escroquerie en fait. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'escroqueries avec des montants financiers qui sont des montants importants, avec des personnes qui sont crédules, qui sont appelées par téléphone, etc. On en parlera d'ailleurs dans la conférence sur la cybersécurité demain avec d'autres spécialistes. Et aujourd'hui, moi, je vous dirais, le risque, il est sur ce qui se fait passer pour du Bitcoin et qui n'est pas du Bitcoin, en fait. Voilà. Une autre question ? Axel ? Merci. J'ai une petite question pour vous tous. En fait, je vous ai entendu depuis le début beaucoup axer la proposition de valeur du Bitcoin sur la thèse de l'investissement, et au détriment, enfin, pas forcément au détriment, mais pas forcément axé sur la proposition de valeur moyen de paiement. Est-ce que vous n'avez pas peur que à occulter la dimension moyen de paiement, ça vide un peu de sens la proposition de valeur de Bitcoin, et en fait, à juste dire il faut garder ces Bitcoins pour plus tard, en fait, c'est plus vraiment de valeur parce que ça n'a pas d'utilité. Alors, excuse-moi, mais il ne me semble pas avoir dit ça personnellement. Justement, au contraire, je pense que l'utilité de moyens de paiement, elle est avérée dans des zones géographiques, comme je disais tout à l'heure, qui ont ces problématiques monétaires, de système bancaire, etc. Et on voit, encore une fois, dans les pays comme au Nigeria, et tu l'as cité tout à l'heure, le moyen de paiement, c'est une évidence dans ces pays-là. Effectivement, en France... Bon, déjà, effectivement, il y a la fiscalité qui n'est pas avantageuse, etc. Mais à la limite, pour moi, c'est accessoire. C'est-à-dire le fait qu'on paye, quand on achète quelque chose en Bitcoin, on est censé payer de l'impôt. Effectivement, donc aujourd'hui, tu as la flat tax, donc tu as les 30% ou 37%, parce que je crois qu'il y a un projet de loi là, au Sénat qui est passé, mais enfin bref, ne parlons pas de ça. Où effectivement, à chaque fois que tu vas payer quelque chose, donc par exemple un café à Auxerre, et ben en fait, tu es censé payer des impôts sur la plus-value que tu aurais fait, parce que c'est considéré comme un événement taxable. Donc au-delà de cet aspect-là, effectivement, moi je parle plutôt d'utilité. Et en France ou en Europe ou aux États-Unis, ou en tout cas dans les pays occidentaux, cette utilité est moins évidente. Mais ça ne veut pas dire que ça représente l'intégralité de la population. Dans les zones géographiques, encore une fois, qui souffrent d'instabilité monétaire, de difficultés bancaires, là, l'utilité de moyens de paiement existe. Donc je pense que cette utilité de moyens de paiement est complémentaire à cette utilité de réserve de valeur et que dans le temps, je pense que les deux utilités devraient progresser au même rythme, à mon sens. Question suivante. Soyez pas timide, on a pris le temps. Donc, Merci pour votre présentation. C'est pas vraiment une question que j'ai, c'est plutôt une précision. Pour éviter la flat tax, pensez aux donations. On n'y pense pas forcément souvent, mais ça, pour le coup, c'est un fait qui peut vous éviter justement d'être imposé à hauteur de 30 ou 35 ou 50%, on n'en sait rien bientôt. Et pour faire un complément, ce qui est dit tout à l'heure sur le quantique, au même titre que l'électricité ou Internet, moi je ne considère pas que c'est un problème pour le réseau, parce que si jamais il devait y avoir un problème, encore une fois, avec le quantique, et si la sécurité de Bitcoin était menacée, on aurait d'autres soucis que Bitcoin. Tout à fait. On pourrait d'abord penser aux centrales nucléaires, au système des banques également. Il y aurait bien d'autres problèmes avant Bitcoin. Bonne suite. Vous aurez une table ronde en fait sur les nouveaux jobs en fait du Web 3 dans quelques instants. Et écoutez, appréciez CryptoXR. Merci. Merci.